Salutations à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast du Junior. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de nouveaux épisodes. En fait, on a été très occupés avec la création du site, la publication de textes également. Et on a décidé en fait de revenir, de procéder à un nouvel enregistrement étant donné que c'est les séries, la nouvelle saison qui commence dans le monde du hockey junior et c'est le meilleur hockey de la saison auquel on va assister. Et pour l'occasion, on a décidé de faire un épisode très classique où on retrouvera nos prédictions pour ces séries 2018 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et je suis en ligne avec mon ami, mon comparse et mon associé Maxime Larouche. Salut Max. Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci toi-même. Ben oui, super. Parfait. Content d'entendre ça et content d'ailleurs, j'en profite de faire une petite parenthèse avant qu'on commence là, de m'être associé avec toi afin qu'on parte vraiment le site là, du podcast junior avec l'écriture de texte. On a replongé là-dedans et je pense que ça fonctionne bien depuis qu'on a commencé. Ouais, ça faisait longtemps qu'on en parlait, toi et moi. Et puis super content d'avoir parti ça. C'est sûr que le junior, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé qui était un peu laissé de côté au Québec avec le Canadien, dont on parle beaucoup. Donc, très content de contribuer à la couverture du junior au Québec, mais aussi partout au Canada et même dans le monde. J'aime beaucoup, par exemple, la Suède, qui est un beau pays de développement de joueurs de hockey de plus en plus. Et l'Europe, je trouve, qui est délaissée. Et pour ça, ben moi, je vais vous apporter... je suis surtout un gars qui aime regarder du côté des prospects de la Ligue nationale, des ligues juniors un peu partout. Donc, ça va être intéressant de regarder ça ensemble. Absolument, mon cher. Prêt à embarquer dans le vif du sujet? Ben oui, on a regardé ça aujourd'hui. Les séries, c'est toujours quelque chose. Les prédictions, c'est toujours intéressant de voir à quel point on va se tromper ou pas. Eh oui, toujours. On part ça, tout seigneur, tout honneur. Série 1 contre 16 et une revanche possiblement, là, je pense pas que ce sera le cas, mais bref, 1 contre 16, Armada de Blainville-Boisbriand contre Foreurs de Val-d'Or, ton équipe, et je disais revanche, mais d'après moi, là je fais référence aux séries d'il y a 2 ans, là, quand l'Armada avait causé une surprise, mais d'après moi, je pense qu'on n'aura pas un même cas cette année. Ah, c'est sûr que l'Armada qui est une puissance, écoute, des gars comme Alex Barré-Boulet, Alexandre Alain, Drake Batterson, c'est incroyable comme puissance offensive cette équipe-là et on est bon partout. Seul petit point d'interrogation peut-être devant le filet, on ne sait pas trop est-ce que ça sera Denisov ou Sanson. Personnellement, j'irai avec Sanson, mais c'est sûr que écoute, je vois pas comment les Foreurs honnêtement pourraient sortir vainqueurs de cette série-là. J'ai mis Armada en 4 parce que en fait, je pense, est-ce que j'ai vraiment besoin d'élaborer des raisons? Écoute, non, Armada pas vraiment. Armada qui a vraiment fascinant. Oui, vraiment. Écoute, je pense qu'il y a un écart de 62 points entre les deux équipes. Là, c'est vraiment... et je me souviens plus. Écoute, j'ai pas les chiffres là, avec moi, mais... en deuxième moitié de saison, jusqu'à un certain point, les Foreurs avaient quelque chose comme une moyenne de 6 buts, plus que 6 buts accordés par partie. Là, c'est vraiment, je pense que c'est de loin la pire équipe en deuxième moitié de saison dans la LHJMQ. Vraiment, c'est leur début de saison correct qui leur a assuré d'avoir cette place en série parce que ça a été très très difficile en deuxième moitié de saison. Et j'ai une statistique que j'ai trouvée en fait qu'au cours des 30 derniers matchs, les Foreurs ont accordé 172 buts et en ont marqué seulement 61. Crédit à Michael Lalancette qui a publié cette statistique-là. Là. Je vais quand même pas prendre toutes les éloges parce que j'ai pas fait la recherche là-dessus. Mais disons que c'est des chiffres assez évocateurs. Là. Absolument. Écoute, les Foreurs qui ont eu à s'adapter en deuxième moitié de saison. Premièrement, le départ d'Étienne Montpetit maintenant avec les Tigres. On va avoir l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Le départ de plusieurs bons éléments. Je pense à Lafrance, je pense à même Mario Durocher. On a dû s'adapter à un changement d'entraîneur. Donc, c'est beaucoup de changements pour une équipe qui, à la base, était déjà très jeune. Donc, l'expérience qui rentre. C'est sûr que pour l'avenir, ça s'annonce très bien pour les Foreurs, mais on doit passer par un chemin plus difficile et on est en plein dedans en ce moment. Parfait. Prête pour le deuxième. Alors, série 2 contre 15, Titans de Batters contre les Saguenayens de Chicoutimi. Ça risque d'être assez expéditif, ça aussi. Écoute, moi, j'ai mis Titan en 4.
Il y a des prédictions, j'ai vu des prédictions aller jusqu'en 5, en 6, mais écoute, le Titan qui a une équipe, des gars comme Galipo, Moran, Dobson, Trichonville, Allwell, Rupstop, c'est vraiment exceptionnel comme formation sur papier. Du côté des Saguenayens, il y a peut-être les frères Climat qui ont connu une bonne saison. Je pense particulièrement à Kevin. Il a connu vraiment une saison extraordinaire au niveau des points qui est dans les meilleurs du circuit. Par contre, je vois pas comment les Saguenayens pourraient réussir à contenir cette attaque-là du Titan, qui a, oui, une attaque, mais est aussi une bonne défensive. Donc, une autre formation, tout comme l'Armada, qui a les outils en main pour aller jusqu'au bout. Oui, certainement. Ben, en fait, le Titan de Batters, c'est la deuxième meilleure équipe de la Ligue en deuxième moitié de saison, derrière les Tigres de Victoriaville, là, depuis l'arrivée de German Rubtsov et, faut pas oublier, Olivier Galipo, qui a vraiment... ça a donné un second souffle à cette équipe-là, qu'il faut dire avait eu un début de saison, on va dire ordinaire, je n'irai pas jusqu'à dire mauvais, mais qui répondait pas aux attentes en première moitié de saison, et qui a vraiment là, passé en deuxième vitesse au cours de la deuxième moitié du calendrier, c'est-à-dire, et c'est une méchante machine de hockey. On a beaucoup d'éléments à l'attaque, possiblement l'une des meilleures défensives. En tout cas, je pense qu'on a vraiment ce qu'on peut appeler un Big Three là, avec ce que tu as dit, Dobson, Hallwell et Galipo. Certainement, là, en tout cas à mon sens, les meilleurs trois premiers défenseurs dans la LHJMQ. Par contre, faut se souvenir de ce qui s'est passé l'an dernier, en fait, avec le Titan de Bathurst, l'élimination contre l'Armada, alors qu'on était en avant, je pense, 3-1 dans la série. Et est-ce que les joueurs et le personnel de l'entraîneur sauront, en fait, mettre la main à la pâte pour pouvoir, cette année, là, connaître du succès? Ah, ça reste à voir. Par contre, sur papier, c'est une chose qui est sûre, c'est une formation absolument dominante. Oui, c'est certain. Et d'après moi, si le Titan vient à perdre une série, ce ne sera certainement pas celle-là contre les Saguenayens, là, soyons honnêtes. Effectivement. Troisième série, 3 contre 14 Rimouski, l'Océanique qui affrontera les Wildcats de Moncton. Extrêmement intéressant parce que les Wildcats ont connu un très bon début de saison. Je me rappelle, pendant les premiers matchs, on voyait une nouvelle équipe, contrairement à celle de l'an passé, qui a vraiment coulé dans les bas fonds. Ils ont été premiers au classement pendant quand même plusieurs semaines. Oui, et là, en 14e position, tandis que l'Océanique, 3e, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient ça venir? Je ne pense pas. On voyait certainement une meilleure équipe que l'an dernier. Un peu pareil du côté des Wildcats. Mais est-ce qu'on voyait vraiment l'Océanique 3e? Pas certain qu'il y a beaucoup de monde qui aurait pu prédire ça. Mais tu sais, Alexis Lafrenière qui a connu une saison tout simplement incroyable. Tu as écrit un texte justement là-dessus dernièrement. Des chiffres qui sont comparables aux meilleurs des 10-20 dernières années. Donc, des deux côtés, vraiment, on a des bons éléments offensifs. On en connaît certains du côté des Wildcats. Je pense à Jacob Pelletier qui connaît, comme Lafrenière, une excellente saison recrue. Par contre, selon moi, ce qui fait pencher la balance, c'est le gardien Colton Ellis de l'Océanique qui a connu vraiment une recrue lui aussi. Est-ce qu'il va être capable d'amener ce jeu-là en série? Ça reste à voir. Mais à cause justement de Colton Ellis, à cause de Lafrenière, du brio de Lafrenière, Mathieu Nadeau aussi, qui a connu une deuxième moitié de saison exceptionnelle avec l'Océanique, échangé des foreurs à Rimouski à la période limite des transactions. Donc, j'ai mis Océanique en 6 pour toutes les raisons que je viens d'élaborer. Oui, exactement. Ben moi également, je place l'Océanique gagnant. Par contre, je vais donner seulement un match aux Wildcats. C'est sûr que c'est une équipe qui est en mesure de marquer des buts. On va quand même être honnête, là, on a plusieurs joueurs à l'attaque qui sont intéressants. Tu as mentionné Jacob Pelletier, il y a Jeremy McKenna également, il y a Mika Cyr. On est capable d'aller chercher beaucoup d'offensives, mais c'est une équipe qui défensivement et je veux pas dire horrible, là, mais devant le filet et défensivement, on a beaucoup de difficultés et c'est complètement le contraire du côté de l'Océanique et c'est la meilleure défense dans la Ligue cette année. On a Colton Ellis également qui a connu une très bonne saison. C'est sûr que je dirais le jeu de l'Océanique, la façon de jouer de l'Océanique l'a probablement aidé, mais faut être honnête, il a quand même connu une excellente saison. Et ben on se souvient du vieil adage, hein, c'est les défenses qui gagnent les championnats. Et là, je sais à quel contre-exemple tu penses, puis tu peux le garder pour toi. Alors, oui, c'est ça. Donc, Rimouski, à mon avis, va être en mesure de faire pas mal de chemin dans cette série-là, mais en général, dans les éliminatoires.
Et un entraîneur de l'Océanique aussi qui en a vu d'autres. En effet. Alors, prochaine série dont j'ai bien hâte de parler, l'affrontement 4 contre 13, les Moussets d'Halifax contre le Drakkar de Baie-Comeau. Je pense que je vais te laisser un petit peu plus parler de cette série-là parce que tu connais bien le Drakkar, mais de mon côté, j'ai suivi beaucoup les Moussets tout au long de la saison. Les Moussets qui ont vraiment connu une saison en montagne russe, des matchs très difficiles dernièrement. Pour cette raison-là, j'ai dit... Mais bien honnêtement, j'ai pensé à mettre le Drakkar gagnant dans cette série-là parce que tu pourras peut-être le confirmer, ça a été aussi une saison un petit peu en montagne russe du côté du Drakkar, des moments un peu difficiles, des meilleurs moments en fin de saison, en fait, tout au long de la saison. Ce qui a fait la différence, à mon avis, c'est à Halifax, il y a plusieurs joueurs qui sont à la recherche d'une bonne visibilité en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale. Et ça peut faire une différence à mon avis parce que ces joueurs-là cherchent vraiment à se faire remarquer des recruteurs et pour ça, il faut faire un bon bout de chemin en série. Est-ce que c'est de l'égocentrisme? Bon, peut-être, mais est-ce que ça peut aider une équipe? Certainement. Donc, plusieurs bons joueurs qui sont bien positionnés en vue du prochain repêchage, ça pourrait aider le Drakkar. Les Moussets, pardonnez-moi. Mais le Drakkar, je pense que ça pourrait vraiment causer une surprise. Peut-être la première surprise de cette série-là, Moussets 4, Drakkar 13. Donc, je pense que c'est une possibilité qui est bien réelle de voir le Drakkar peut-être remporter cette série-là. Mais je pense qu'on va avoir le droit à des matchs assez... Oui, peux-tu, avant que j'embarque sur le cas du Drakkar, peux-tu redire ta prédiction? On t'a perdu comme pendant les 2 secondes que tu l'as dit. Okay. Moussets en 6. Parfait. Oui, mais pour ce qui est du Drakkar, tu l'as mentionné, effectivement, ça a été une saison vraiment en dents de scie et surtout, ça a été une saison très décevante. En début de saison, on parlait d'une équipe qui serait possiblement parmi peut-être les 6 premiers, en tout cas, certainement qui se battrait pour aller chercher l'avantage de la glace. Et ça a été vraiment une saison où on a été très, très inconstant. Je vais donner un exemple. Ils me font penser beaucoup aux Titans de Bathurst d'il y a 2 ans. On avait beaucoup de bons éléments à plusieurs positions, mais soit ça, j'ai dit ça très souvent cette année, l'équipe peut soit gagner 7-1 ou perdre 7-1, et ce contre n'importe qui, et tu sais jamais quand est-ce que ça va arriver. Quand faut autant compter sur du travail que dans des séries éliminatoires, c'est difficile de parier sur une équipe comme celle-là. Par contre, c'est une équipe qui a énormément de talent et je suis convaincu que l'on ne l'a pas vu cette année ou peu vu. Et si cette équipe-là se réveille et travaille assez pour pouvoir gagner des matchs, ça pourrait être une série très serrée. Il y a Sébastien Goulet de TVA Sport, entre autres, qui a mis le Drakkar gagnant en 6 parties. Il faut savoir aussi que les Moussets n'ont pas nécessairement connu une bonne fin de saison, tu en as fait mention. Le Drakkar non plus, il faut dire, mais je sais que les deux équipes ont joué 2 matchs, l'une contre l'autre cette année. 2 matchs qui se sont soldés par un écart de 1 but. Les 2 équipes ont gagné sur la route. D'ailleurs, il y a quelques semaines, les Moussets ont joué à Baie-Comeau et c'est un match qui s'est terminé 5-4. Et vraiment, ça avait des allures d'un match de série. On sait qu'il y a un historique assez particulier entre ces 2 équipes-là. Donc, ça devrait être une série intéressante quand même. J'aurais une petite question pour toi par rapport au Drakkar. Oui. Si tu avais à choisir un MVP de cette série-là, un joueur que tu penses qui va sortir du Drakkar, à qui tu penserais? Wow, écoute, j'aimerais... Un cas facile à dire, ce serait Francis Leclerc. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'un gardien peut complètement tout changer dans une série, et il y a autant positivement que négativement. Je pense que Francis Leclerc fait partie des gardiens dominants dans le circuit courtois, donc pourrait faire une différence, mais peut-être pour y aller avec un choix différent. Moi, j'ai un coup de cœur pour Gabriel Fortier. C'est un joueur que j'adore. Un joueur qui est bien placé en vue du prochain repêchage. Et j'aimerais voir ce gars-là performer dans les séries. J'ai l'impression que c'est là où on pourrait... on dit souvent que c'est là qu'on distingue les hommes des enfants, et je pense que c'est le genre de joueur qui pourrait connaître de bonnes performances là. Et parenthèse, il va jouer, en fait, c'est toujours particulier, il va jouer contre son frère Maxime des Moussets. Alors ça va être une belle confrontation, mais j'aimerais voir Gabriel Fortier être dominant dans cette série-là.
C'est la réponse à laquelle je m'attendais pour Leclerc. Et pour Fortier, c'est sûr que ça va être intéressant à suivre contre son frère Maxime qui en est à ses dernières séries dans la LHMQ. Oui, effectivement. Alors, prochaine série, le 5e contre 12e, les Voltigeurs de Drummondville contre les Screaming Eagles du Cap-Breton. Je sais pas si ma prédiction va surprendre les gens, mais j'ai dit Voltigeurs en 4. Écoute, les Voltigeurs, ils ont une force de frappe qui est vraiment incroyable depuis qu'ils ont fait l'acquisition de Joe Velino à un prix très haut quand même. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, ce prix-là vaut la peine, surtout qu'il risque de revenir lors de la saison prochaine et peut-être même l'autre d'après. Donc, vraiment, la troupe de Dominique Ducharme qui est en train de montrer que pour faire un bout de chemin en série. Les Screaming Eagles, il n'y a pas vraiment de grosses vedettes. C'est sûr que de leur côté, l'important, ça va être d'essayer de fermer le jeu, de contrôler les meilleurs éléments du côté des Voltigeurs. Mais ça va pas être une tâche facile de contrôler la bande de Joe Velino. Parce que oui, il y a Joe Velino, mais il y a d'autres joueurs aussi. Le duel de gardiens va être extrêmement intéressant, je trouve, à suivre. Rodrigue contre Mondelisi, les deux qui vont être éligibles au prochain repêchage de la Ligue nationale. Donc, plusieurs beaux duels qui vont être à suivre dans cette série-là. Ben, tu mentionnais le duel de gardiens. Moi, je suis pas si sûr que ça va être Mondelisi. Ben, en fait, je suis pas si sûr de ça va être qui, justement. Et c'est pour ça que je pense pas que les Screaming Eagles vont être en mesure de gagner pas mal dans cette série-là. On parlait en début de saison que ça allait être une équipe possiblement très forte devant le filet, qu'on avait un excellent duo de gardiens en Kevin Mondelisi et Carl Jesseman. Et les deux n'ont pas fait la job cette année. Ils ont eu une utilisation quand même assez semblable. On joué à peu près la moitié de la saison chaque. Et les deux n'ont pas été capables de prendre le lead, si tu me permets la formule, pendant la saison. Et je l'ai mentionné plus tôt, les gardiens, c'est très important en séries éliminatoires. On sait comme pas sur quel pied danser. Alors, moi, je trouve que la faiblesse principale du Cap-Breton se trouve là. Mais et je veux en parler de cette discussion-là que j'ai eue avec Mathieu Vachon hier. Et il mentionnait que les Screaming Eagles pourraient peut-être causer une surprise. Et là, c'est vraiment au niveau des impondérables. Au niveau de cette série-là. Les Screaming Eagles, c'est une très grosse équipe physiquement, alors que les Voltigeurs sont au contraire une très petite équipe. Et on sait que le style de jeu en séries éliminatoires, c'est différent. Alors, est-ce que ce serait suffisant pour que les Eagles gagnent? Moi, je ne pense pas, mais est-ce que ça pourrait amocher les Voltigeurs, en tout cas à court terme et peut-être à moyen terme, si on parle, ça pourrait peut-être leur nuire pour des séries suivantes. Également, ça va être une série 2-3-2. Les Screaming Eagles sont habitués de voyager. Même dans les maritimes, leurs voyages sont longs. Et c'est peut-être pas le cas des Voltigeurs. Les Eagles sont habitués de dealer avec cette situation-là. Et je suis de ceux qui pensent que les séries 2-3-2 ont un certain avantage pour l'équipe qui joue le 3, en fait. L'équipe qui est la deuxième au classement des deux. Et je pense que ça pourrait peut-être jouer en faveur des Eagles, mais vraiment, c'est des impondérables. Là, je place quand même les Voltigeurs gagnants, mais les Eagles ont peut-être quelque chose sur quoi se rattacher. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu apportes là. Écoute, je pense aussi que le format 2-3-2 a un avantage pour une équipe. Par contre, si l'équipe en début de série, si l'équipe réussit à amener ça au match 6-7 à domicile, là, ça devient un avantage clair et net pour cette équipe-là. Exactement. Donc, il y a des avantages et des désavantages pour les deux équipes. C'est sûr que dans ce format-là, c'est pour une équipe qui veut en terminer le plus rapidement possible, c'est vraiment, ça devient doublement important parce que sinon, aller jouer 2 matchs sur la route, les matchs 6 et 7, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, le point que tu as apporté est très bon. Hâte de voir quelle incidence ça va avoir sur cette série-là, mais aussi sur d'autres séries. Ça a joué dans mes prédictions, je te dirais, sur quelques séries. Oui, c'est sûr, c'est un système un peu particulier que je comprends qu'on n'a pas le choix d'utiliser parce qu'à un moment donné, les équipes juniors ne roulent pas sur l'or non plus. Mais c'est sûr que dans une série courte, donc qui se terminerait en 4 ou en 5 parties, ça peut être dangereux pour l'équipe qui est première au classement. Tu ne veux pas échapper à un match à domicile. Un des deux premiers. Exact. Prochaine série, les Tigres de Victoriaville au 6e rang contre les Olympiques de Gatineau au 11e.
Écoute, j'ai mis les Tigres en 4. Les Tigres récemment, c'est tout simplement incroyable. Je souris en le disant parce que je regardais l'autre fois les derniers matchs de Vitaly Abramov, tu lui donnais une coupe de matchs de plus, il avait des chances de rattraper Barré-Boulet au premier rang, lui qui avait une avance incroyable au niveau des points il y a quelques semaines, quelques mois. Des matchs, tu regardes les derniers matchs d'Abramov, c'est 4-3, 4-5-2, c'est incroyable. Là, tu regardes Comtois, même chose, Kosorenkov, c'est semblable aussi. Et en voulez-vous de l'attaque? Il y en a à Victoriaville, c'est incroyable. Et tu ajoutes à ça un gardien comme Étienne Montpetit. Et écoute, t'as la recette qui commence à ressembler à quelque chose de gagnant. Là. Ben oui, certainement. Et je vais reploguer, en fait, je vais reploguer Mathieu, étant donné qu'il travaille quand même à la couverture des Tigres de Victoriaville. Et j'y ai demandé si la clé, c'était le premier trio des Tigres, et il m'a dit non, c'est Étienne Montpetit. La vraie difficulté de jouer contre les Tigres, ça va être de battre Étienne Montpetit 4 fois. Et c'est quand même une équipe qui compte sur, disons, un gars comme Simon Lafrance sur un troisième trio. Là. On n'est pas à plaindre à l'attaque si à un moment donné, parce que c'est sûr qu'un soir donné, ça va venir à arriver, que le premier trio marche pas. Les autres sont quand même capables de prendre la relève. Et je l'ai mentionné tantôt, les Tigres de Victoriaville, c'est la meilleure équipe en deuxième moitié de saison. C'est eux qui ont gagné le plus de matchs, ou en tout cas qui ont ramassé le plus de points. Tandis que Gatineau, au contraire, ont seulement une victoire à leurs 10 derniers matchs. Ils n'ont pas connu une bonne fin de saison. Ça a été une saison en dents de scie aussi pour les Olympiques. Alors, c'est tout à l'avantage des Tigres, à mon avis. Tu as parlé de la France. 10e, OK, au classement. Oui. Plus les séries plus avancées, plus ça va être difficile parce qu'à un moment donné, on va se ramasser à jouer sur les patinoires adverses plus souvent. Donc, à ce moment-là, la fatigue va entrer en compte. Les blessures, on le sait, c'est une réalité au niveau, dans les séries. Les joueurs jouent blessés. Des fois, tu as besoin de ta profondeur pour amener quelque chose dans ce match-là parce que tes meilleurs éléments sont fatigués, tes meilleurs éléments sont plus souvent qu'autrement blessés. La profondeur qui va devenir extrêmement importante au niveau de l'équipe des Tigres. Et ensuite de ça, tu as Étienne Montpetit. Donc, je pense que cette équipe-là a vraiment montré en deuxième moitié de saison de quoi elle était vraiment capable. Je dis l'équipe, mais aussi Maxime Comtois, parce que ce gars-là a connu peut-être pas le début de saison espéré. Après, Team Canada Junior qui a été vraiment tout feu, tout flamme. Donc, hâte de voir à quoi ça va ressembler en série, mais je vois vraiment en les Tigres une équipe qui a les capacités de se rendre en finale. Pourquoi pas soulever la Coupe du Président? Oui, ben regarde, moi, pour conclure sur Comtois, j'ai jamais été vraiment un fan de ce joueur-là, je m'en suis jamais caché. Mais depuis les championnats du monde, c'est une machine à surtout marquer des buts. Je trouve que plus je le vois aller, plus je trouve qu'il colle au genre de joueur que les Ducks d'Anaheim aiment. Une espèce de gros marqueur de but un peu cocky, un peu arrogant. Là. Vraiment, là, ça fit parfaitement avec l'organisation des Ducks. Et faut pas oublier quand même, à 16 ans, Maxime Comtois a eu plus de points que Pierre-Luc Dubois. Là. On s'entend. Pierre-Luc Dubois, c'est un 3e overall dans la Ligue nationale. Et j'avais quelque chose à ajouter sur les Tigres que je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, j'imagine que ça devait pas être si important que ça. Alors, les 2 prochaines séries, là, on va peut-être commencer à tomber dans du moins certain. Alors, série qui oppose les Huskies de Rouyn-Noranda aux Phoenix de Sherbrooke. Les Huskies de Rouyn-Noranda, en état de Val-d'Or, c'est sûr que j'ai eu la chance de les voir très souvent cette saison. Et il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'ils ont été fortement éprouvés par les blessures du début à la fin de la saison. Absolument. Et, j'ai parlé à Jeff Vachon tantôt. Il me disait que du côté de l'infirmerie, ça allait maintenant très bien, qu'il y a une infirmerie qui était peu occupée. Donc, avec une équipe en santé, j'ai aucun doute que cette équipe-là peut faire un bon bout de chemin en série. Tu parlais de la défensive tout à l'heure du Titan. Eh bien, les Huskies n'ont rien à envier aux Titans, justement, parce que c'est vraiment... on a Lauzon, on a Will Thompson, pour ne nommer que ces deux-là. En attaque, on a aussi une bonne profondeur avec Peter Abbandonato, notamment, qui a connu une bonne saison avec Mathieu Boucher, le capitaine. Écoute, je pense que cette équipe-là, même s'ils ont fini 7e, pourrait faire un petit bout de chemin en série. J'ai mis Husky en 6. Ça pourrait être en 5, selon moi. Le Phoenix qui a connu une bonne fin de saison, qui a engagé une bonne série de victoires en fin de saison. Excellent. Mais honnêtement, j'ai bien Husky. Hâte de voir
comment cette série-là va tourner. Ça pourrait être une série très serrée également. On devrait avoir droit à une très bonne série. Oui, par contre, moi, les Huskies ont quand même conservé un bon rendement, mais c'est une équipe qui avait eu un départ canon, comme ils ont souvent l'habitude d'avoir d'ailleurs. Mais c'est une équipe qui est très jeune quand même, il faut l'admettre. À toutes les positions, on a beaucoup de jeunes joueurs et disons que ils ont semblé peut-être manquer un peu de jus là, à la fin de la saison. Ils ont continué à gagner des matchs, mais j'avais pas l'impression que c'était la même équipe qu'il y avait en début de saison. On avait peut-être plus la même énergie. Quand même eu une fin de saison, une bonne fin de saison là, tout de même, mais le Phoenix de Sherbrooke a quand même gagné énormément de matchs dernièrement et c'est important de rentrer dans une bonne séquence en séries éliminatoires. Ce que Sherbrooke a été en mesure de faire, ce sera peut-être la première série remportée par le Phoenix depuis qu'ils sont dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. En tout cas, ils ont certainement une chance. Moi, je suis convaincu de ça. Le Phoenix a une chance de battre les Huskies de Rouyn-Noranda. Moi, je pense que ça va être à l'avantage des Huskies, mais je le donne en 7 parties. Je suis d'accord avec toi, le Phoenix a certainement une chance. Tu le donnes en 7, un 7e match, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Je le donne en 6. 6, ça peut aussi bien aller en 7. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut aller en 5. Les prédictions, c'est un jeu, pas un jeu dangereux. Il n'y a rien à l'enjeu, mais c'est tellement difficile à prévoir. Il y a tellement d'impondérables. C'est très difficile. C'est beaucoup plus un jeu. Que tu sois expert ou non, des prédictions, honnêtement, ça vaut pas grand-chose. Donc, hâte de voir, mais c'est sûr que c'est beaucoup pour le plaisir. J'ai mis Husky en 6 justement à cause de l'infirmerie qui a été vraiment bondée tout au long de la saison. Je pense qu'une équipe en santé comme les Huskies peut faire des belles choses en série. Et j'ai oublié de le mentionner, mais vraiment Raphaël Harvey-Pinard qui a connu une excellente saison de 18 ans. Donc, hâte de voir ce qu'il va faire dans le futur, mais aussi en série très bientôt. Ouais, parfait. Avant qu'on passe à notre dernière série entre les Remparts et les Highlanders, je me souviens de ce que j'avais à dire sur les Tigres de Victoriaville, si je peux le rajouter. On parlait du classement tantôt, les Tigres qui ont terminé 6e, et là où ça pourrait peut-être être un problème, tu parlais de ne plus jouer avec l'avantage de la glace, mais il y a surtout les adversaires qui vont être placés contre les Tigres. Admettons que les Tigres gagnent cette série-là, ben c'est quand même possible qu'on se retrouve au deuxième tour contre, mettons, l'Océanique de Rimouski. Exact. Et qu'on se ramasse, mettons qu'on passe l'Océanique, là, admettons, là, être 6e au 3e tour, normalement, ben tu vas affronter la première équipe, donc l'Armada. Alors là, possiblement, là, ça pourrait devenir ardu déjà dès le 2e tour. Là. Alors, ce serait comme une espèce une demi-finale avant la finale, là, si on veut. C'est à ce moment-là que le début de saison très moyen des Tigres vient entrer en ligne de compte. Parce que, comme tu l'as dit, d'affronter l'Armada au 3e tour, c'est une finale avant la finale. Ouais. Malgré qu'il y a d'autres bonnes équipes comme le Titan. Mais, tu sais, on devrait avoir le droit à des bonnes séries. Comme chaque année, plus ça avance, plus ça va être des bonnes séries. Mais vraiment, les Tigres vont avoir des gros défis avant même d'arriver en finale. Oui, en effet. Et donc, en fait, là, c'est pour conclure avec les Remparts de Québec et les Highlanders de Charlottetown. Ça risque d'être une série quand même assez serrée. Moi, c'est deux équipes qui, je dois dire, me font pas triper particulièrement. Les Highlanders sont une grosse surprise cette année. Moi, je les avais placés loin en dehors des séries en début de saison. Et ils ont réussi à être à l'intérieur des séries tout le temps, n'ont jamais. C'est pas comme s'il y avait eu, disons, une fin de saison exceptionnelle et une remontée au classement, pas du tout. Ils ont réussi à jouer de façon relativement constante, ils se sont toujours tenus pas mal autour du milieu du classement, un petit peu en haut de la deuxième moitié. Ont affiché quand même une belle constance là, cette année et vont affronter des adversaires qui seront pas faciles à battre. Ouais, personnellement, tu l'as dit, les Highlanders qui ont vraiment eu une saison surprise cette année. On ne s'attendait pas à les voir aussi haut au classement dans le top 10. C'est vraiment une grosse surprise. Personnellement, j'ai mis Rempart en 5. Oui, on peut s'attendre à une série serrée. Par contre, je regarde les deux équipes. Moi non plus, c'est pas des équipes qui me font triper sur papier. Ça pourrait être une bonne série serrée. J'ai mis Rempart en 5 parce qu'ils ont connu toute une fin de saison, vraiment. Je pense bien qu'ils vont continuer sur leur lancée en envoyant leur adversaire en vacances rapidement. Mais je l'ai écrit dans mon texte. J'ai mon texte en avant de moi qui va sortir bientôt sur nos prédictions de l'équipe du podcast junior.
ça finit avec, bref, plusieurs scénarios possibles en vue. J'ai mis Remparts en 5, mais moi, il y a vraiment quelque chose que je vois en les Remparts en leur fin de saison. Tu l'as parlé tout à l'heure, la fin de saison, la lancée, le momentum qui est du côté des Remparts en ce moment. Donc, Remparts en 5. Mais pourquoi? Tout simplement à cause du momentum, parce que c'est deux équipes qui, sur papier, sont presque semblables, j'ai envie de dire. Ouais, ben c'est ça, il y en a. Tu sais, aucun est vraiment une machine à, disons, marquer des buts. On joue plutôt bien défensivement. Tu sais, je veux dire, ça va être une série serrée, mais je pense pas que ça va être une série très excitante à voir aller. Là. Plus pas un désaveu envers une des deux formations, ou les deux formations, c'est pas ça du tout. Mais disons que c'est pas comme si on avait eu, admettons, Moncton contre, je sais pas moi, Bathurst, où il se serait probablement marqué des buts à la tonne, puis que ça aurait été bien impressionnant. Ou, en tout cas. Mais non, quand même, ça risque d'être une série quand même assez serrée. J'aimerais voir les Highlanders poursuivre dans leur saison surprise, quoi que je souhaite du succès à l'ancien Drakkar Antoine Samuel. Et d'ailleurs, parlant de ça, les deux gardiens, Matthew Welsh et Antoine Samuel, sont, si je ne me trompe pas, nominés pour le trophée de joueur étudiant dans la Ligue cette année. Donc, c'est toujours important de mentionner ça. Ça va être un face-à-face doublement intéressant. Ouais, ben écoute, moi justement, dans ma prédiction, Remparts en 5, je te dirais qu'Antoine Samuel a un grand rôle à jouer là-dedans. Un gardien que j'ai toujours bien aimé, malgré des statistiques pas toujours reluisantes. Je pense que du côté des gardiens, c'est important de regarder au-delà des statistiques. Donc, vraiment, cette saison qui a connu une bonne saison, justement, avec le Drakkar, tu m'en parlais beaucoup, était capable vraiment d'impressionner lors des matchs. Ensuite, lorsqu'il a été échangé au Remparts, je te dirais que j'ai moins suivi ses performances un petit peu, mais j'ai confiance en ce gardien-là. Il va être lui aussi, c'est important de le mentionner, les joueurs de 20 ans là, qui en sont à leur dernière série, c'est sûr qu'ils vont toujours en donner un petit peu plus. Ils vont vouloir de plus qui va pouvoir leur faire jouer un match de plus dans la LHJMQ. Oui, en effet. Et faut dire également, du côté de Samuel, c'est sûr que c'est une équipe là, complètement différente, mais il a été battu par les Islanders de Charlottetown l'an dernier. Peut-être au plan personnel, va vouloir peut-être prendre sa revanche, quoique c'est ça, c'est deux équipes très différentes, celle de l'an dernier et celle de cette année. Mais je sais pas, c'est peut-être toujours présent dans la tête d'un joueur. Ah, c'est sûr que ça reste toujours présent. Je pense que c'est comme l'Armada et les Foreurs, si on revient au début, tu en as parlé. La revanche d'il y a 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça, 2-3 ans. 2 ans. Et d'un autre côté, Mihal Denisov, l'an dernier, a été battu par les Foreurs. C'est vrai. Alors, il évoluait avec les Cataractes de Shawinigan. Est-ce que ce sera lui devant le filet? C'est une bonne question. Moi, pour justement cette raison-là, est-ce que ça peut lui jouer dans la tête de façon négative? Ah, j'affronte les Foreurs, je sais pas trop. Il va là, je veux ma revanche. Ah, ça peut être un couteau à double tranchant, ça. Exact. Donc, ça va être. J'ai confiance en l'entraîneur de l'Armada qui en a vu d'autres, lui aussi. Beaucoup de bons entraîneurs dans la GMQ. Je pense qu'on est gâtés à ce niveau-là. Oui, en effet, tout à fait d'accord avec ça. J'aimerais ça conclure l'épisode sur un texte, un texte que tu as écrit, ou je dirais même des textes que tu as écrits, parce que finalement, Jayden Albergewatch est parvenu à atteindre le plateau des 70 buts. C'est le premier joueur à le réussir dans la WHL depuis Pavel Brendel, et ça fait longtemps, s'il vous plaît. Et c'est quoi premier dans la Ligue canadienne depuis John Tavares? Exactement, depuis John Tavares et Thomas Beauregard du Titan d'Acadie. OK, c'était la même année? Exactement, oui. OK. Donc, mon texte un petit peu, ça a sorti il y a quelques jours. 10 buts pile dans la saison. Donc, mon texte, le titre, un espoir des Sharks, max 70 buts en saison, succès garanti dans la Ligue nationale. Donc, j'établis un petit peu une comparaison entre lui et les derniers joueurs qui ont atteint les 70 buts dans la Ligue canadienne de hockey. Thomas Beauregard a roulé sa bosse un petit peu dans le hockey par la suite. Et d'un autre côté, tu as John Tavares. Donc, vraiment des cas différents. Ben oui, faut dire que Tavares l'avait fait à 16 ans, puis Beauregard à 20. Là, fait que là, on voit un peu et Albergewatch à 20 aussi également. Là. Et quand même, les Warriors de Moose Jaw là, qui ont pris la tête dans la WHL. Donc, ça risque d'être l'équipe à battre là, dans l'Ouest cette année.
hâte de suivre ces séries-là. Oui, il y a des bonnes séries dans la LHMQ, mais j'ai appris cette saison à suivre plus que la LHMQ, donc j'en ai parlé tout à l'heure de l'Europe, mais aussi le reste du Canada, donc la Ligue en Ontario et la Ligue de l'Ouest, qui est une ligue très intéressante. Oui, certainement. Là-dessus, Maxime, je te remercie beaucoup encore une fois d'avoir participé. Ben, merci beaucoup, toujours un énorme plaisir. Oui, et écoute, peut-être faire un autre épisode de série là, dans quelques semaines, voir Ouais, à quoi le portrait ressemblera au cours des prochaines rondes. certainement, ça va être intéressant de suivre ça et également de regarder si nos prédictions ont été bonnes, ce qui est jamais une bonne chose à faire. Non, et écoute, j'ai pas de chiffres là à l'appui, mais je dirais mon ratio de bonnes sur mauvaises prédictions est pas très très bon. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, même si les meilleurs experts de hockey au monde font des prédictions, qu'est-ce que ça vaut vraiment? Il y a tellement d'impondérables dans le hockey que des prédictions, c'est vraiment un jeu, c'est pour des petites gageures avec des amis. Oui, il y en a qui sont peut-être meilleurs que d'autres en se basant sur des statistiques, mais au fond, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Comme on dit, le hockey, ça se joue sur la glace. Ouais, absolument. Parfait. Hey, à la prochaine, Max. À la prochaine!